Bonjour et re-bienvenue à cette fin de cours interrompue par l'électricité. Donc, on va vraiment là, revoir un peu là, les fameux points de levier, les données aberrantes, et on va voir comment on est capable d'aller détecter ça via SPSS. Donc, petit rappel, donc nos valeurs aberrantes, c'est vraiment quand c'est une valeur aberrante en Y, donc on est vraiment différent du reste du groupe par rapport aux valeurs en Y, et le point de levier, c'est la même idée, mais par rapport en X. Donc, petit exemple, petit bébé exemple qu'on a pour introduire un peu cette idée-là. Donc, on a nos 5 points, qui est un petit jeu de données qui sont super bien alignés sur une droite, et on va vouloir voir qu'est-ce qui se passe qu'on fait diverses modifications, qu'est-ce que ça a comme impact là, sur notre droite de régression. Donc, premier cas de figure ici, donc on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe quand on a une valeur aberrante. Donc, la valeur aberrante, c'est le point qui est ici. Donc, on voit que ce point-là, il est vraiment le plus élevé que tout le monde en Y. Donc, on a une différence, on a vraiment une valeur aberrante de ce côté-là avec la définition. Et on peut voir aussi l'impact que ça a eu d'avoir cette donnée aberrante-là. Donc, au préalable, on avait une relation qui passait là, plus au travers des points ici. Et les droites sont à peu près parallèles, ne sont peut-être pas exactement parallèles, mais ils ont une pente qui est quand même assez similaire. Donc, c'est vraiment la droite là, qui a été tirée vers le haut ici, qui a été tirée finalement là, vers notre donnée aberrante. Ça, on va être capable de détecter quand on va passer avec les résidus, parce que les résidus, c'est la distance entre le point et la droite. Donc, on va avoir la donnée aberrante qui va avoir un très très grand résidu. C'est comme ça qu'on va être capable d'aller identifier cette valeur-là. Si on passe à notre deuxième cas de figure, donc c'est les points de levier. Donc, ici, mon point de levier, c'est le petit point que j'ai à l'extrême ici. Donc, essentiellement, on est venu ajouter un nouveau point. Cette fois, la distance, elle est loin sur cet axe-là. Donc, c'est sur un axe des X, c'est sur l'horizontale. C'est pour ça que c'est un point de levier. L'effet que ça a, ben, encore une fois, donc on peut aller tracer la droite qu'on avait initialement. Donc, on avait une droite qui passait à peu près comme ça au travers de nos points. Et cette fois, ce qu'on voit, c'est que ben, la droite, elle a été abaissée. Donc, elle a été le changement de pente finalement. Et ce changement de pente-là, ben, était causé uniquement par l'ajout du point levier. En fait, c'est que le point de levier, le point qui est ici, est tellement loin par rapport à tout le monde qu'il vient vraiment là, avoir un poids important quand on vient calculer l'équation de la droite et ça fait en sorte que ça l'abaisse la droite vers ce point-là. Et dernier cas de figure, donc c'est possible d'avoir les deux en même temps. Donc on peut avoir un point qui est à la fois un point euh, aberrant et un point de levier. Donc vous avez le point ici. Et donc, on voit que c'est un point de levier à cause qu'il y a une grande distance en X et c'est aussi une donnée aberrante parce qu'il y a une grande distance qui est verticale. Cette fois, ce serait peut-être plus dur d'aller capter cette information-là uniquement en passant par les résidus parce que le point est quand même bien aligné sur la droite. On avait choisi judicieusement ce point-là, mais on va quand même avoir des façons de pouvoir aller détecter ces informations-là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter deux méthodes d'aller détecter ces informations-là. Il faut quand même garder en tête quelque chose de très très important, c'est que les valeurs qu'on va identifier ne sont pas nécessairement des mauvaises valeurs. Donc c'est vraiment l'interprétation, le retour au jeu de données, toujours d'identifier les variables et regarder est-ce que c'est des valeurs qui ont du bon sens, est-ce qu'il y a eu des erreurs de saisie. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, donc on n'a pas le choix, il va falloir retourner là, mais euh, pour être capable d'aller faire cette analyse-là, il va falloir être capable d'aller les détecter. Tantôt, on avait un exemple à 5 données, c'était facile, mais si on a 500, 5000, 5 millions de données, il faut quand même avoir une manière systématique de faire ressortir ces données-là. La première méthode que je vous présente, donc, c'est le DF-FIT, comme ça s'appelle dans SPSS. Et ce que ça fait, c'est que ça vient regarder l'influence des données d'un certain niveau et ça vient regarder à quel point est-ce que ça va venir modifier les estimations de notre Y. Donc, on n'a pas beaucoup d'espace ici, mais si on se fait un petit dessin, l'idée c'est qu'on aurait notre nuage de points, qui serait peut-être nuage de points comme ça ici, et on vient prendre une certaine tranche en X, qu'on va appeler le niveau I. Donc, on va avoir des données qui rentrent dans cette tranche-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer ces données-là et on va aller calculer qu'est-ce que ce serait l'équation de la droite de régression avec le reste des données. On va comparer ça au modèle global, donc au modèle quand on a l'entièreté des données qui sont ici, et on va venir comparer les deux estimations. La seule estimation qu'on va faire, ça va être vraiment
un point qui serait à l'intérieur de notre niveau i. C'est vraiment juste ce point-là qu'on veut aller comparer. L'idée, c'est qu'on va répéter le processus. Donc, on va prendre la fenêtre en i qu'on a ici, puis on va aller la déplacer là, systématiquement pour couvrir à peu près tout en x pour savoir à quel endroit est-ce qu'il peut y avoir là, des différences qu'on fait notre estimation. Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Donc, on considère vraiment deux modèles. Donc, le modèle global avec le modèle quand on retire le niveau i, donc la petite tranche. Et on regarde donc pour chacun des modèles la prédiction YI et on va venir comparer ces deux YI-là ensemble et on va mesurer ça en termes d'écart type. Donc, plus que c'est grand, ben, plus que ça veut dire que la tranche elle avait un impact significatif. Donc, si j'aurais, mettons, deux estimations, le point en bleu que j'ai ici et le point en orange que j'ai qui est juste à côté, ben, les deux points sont très très près les uns des autres. Donc, vraisemblablement, que les données soient présentes ou pas dans la tranche en I que j'ai ici, ça ne semble pas avoir un impact significatif sur la prédiction qu'on fait en Y. Par contre, si j'exagère un petit peu, donc disons qu'on efface ces points-là, je crée des nouveaux points et je mets des points qui seraient comme ça ici. Donc, qui serait vraiment là, un comportement différent. Mais quand je ferais ma prédiction en retirant les données qui seraient en I, j'aurais quelque chose qui est semblable à tout à l'heure. Donc, j'aurais un point en bleu ici. Mais quand je viens inclure les données dans ma tranche, bien, probablement que la droite de régression elle serait un peu au-dessus et ma prédiction serait peut-être le point orange ici. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y aurait vraiment là, une bonne différence entre ces deux points-là, entre les deux estimations. Et ça, c'est ma statistique, le DF-FIT, qui me permettrait de savoir ça. La deuxième méthode qu'on regarde, c'est à peu près la même chose. Donc, ici, on appelle ça la méthode de Cook ou la distance de Cook. Et essentiellement, on fait la même chose. Donc, on va encore aller mesurer l'influence des valeurs du niveau I, mais cette fois sur toutes les valeurs estimées. Donc, à la différence où tantôt, on prenait le petit graphique qu'on avait ici, puis on faisait vraiment juste comparer les estimations en Y sur le niveau I qui nous intéressait, bien là, on viendrait faire la même chose, mais sur l'ensemble des données. Donc, j'aurais des estimations avec l'ensemble des données, donc, qui serait peut-être comme ça ici. Donc, mes points orange qui seraient avec l'ensemble des données, et mes points, quand je retire les données, qui seraient les points bleus comme ça ici. Et là, ça vient comparer les distances entre ces estimations-là partout. Donc, plutôt que de juste regarder localement dans la tranche I, on enlève quand même juste les données de la tranche I, mais on regarde l'impact que ça a sur l'ensemble de la régression linéaire ou sur l'ensemble des données. Donc, c'est à peu près là, qu'est-ce qu'on nous dit dans le texte. Et pour terminer, là, c'est important ici, on nous dit, pour être capable d'aller utiliser ces statistiques-là à bon escient, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser un graphe séquentiel pour aller visualiser ces données-là. Donc, ça va venir donner la valeur du DF-fit et donner la valeur de la distance de Cook en fonction du numéro de la ligne ou du numéro du niveau finalement. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller récupérer l'information facilement. Pour ce qui est du devoir, inquiétez-vous pas, là, je vous ai mis un rappel sur où est-ce qu'on trouve les commandes du graphe séquentiel, vous allez être capable de vous en sortir facilement. Donc, vous avez la manipulation ici là, pour faire apparaître la distance de Cook et le DF-fit. Petit problème, donc ça a changé de nom depuis la dernière version. La statistique d'influence que vous allez aller chercher, ça va être vraiment là, le DF-fit. Donc, c'est exactement le même nom qu'on a dans les notes de cours. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on va faire enregistrer ces valeurs-là, qu'on va faire un graphe séquentiel avec, vous allez avoir des jolis graphes comme ça ici qui vont apparaître. Donc, vous avez la distance de Cook et le DF-fit. Et l'idée, c'est qu'on va être capable d'aller voir quand est-ce qu'il y a vraiment une grande variation qui est causée par peut-être un niveau qui serait aberrant ou un niveau qui pourrait être un point levier. Dans le cas qu'on a ici, oui, ce qu'on voit, c'est que dans les deux graphiques, au niveau de l'indice 6, il semble y avoir un changement majeur. Donc, la distance de Cook ici qui devient très, très, très grande. Et de l'autre côté, on voit le DF-fit qui devient très, très, très négatif par rapport aux dernières variables. Donc, c'est quand il va y avoir des changements comme ça qu'on va pouvoir là, retourner à notre jeu de données et aller voir, par exemple, ici, notre donnée numéro 6, voir à quel point est-ce qu'elle est différente des autres. Si on revient ici à nos données, on voit qu'effectivement, donc le Y ici ne semble pas être problématique. Donc,
ce qu'on a, c'est plutôt un point de levier. Et ben, on voit là que les valeurs ici sont très très différentes. Donc on a la distance de Cook et on a le DF fit qui est là. Alors, on voit qu'on est capable d'aller capter notre point de levier uniquement en passant par les petits graphiques. Et pour terminer, donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces données-là? Ben, essentiellement, il faut travailler un peu. Donc, on ne peut pas avoir de méthode unique de comment gérer ces choses-là. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir plusieurs causes à des données aberrantes ou encore à des points de levier. Les choses qu'on devrait avoir déjà traitées rendues là. Donc, il peut y avoir des problèmes de linéarité, il peut y avoir des problèmes de variance constante qui font apparaître ce genre de données-là, du moins avec la distance de Cook et avec le DF-fit. On peut avoir des erreurs de saisie, donc dans ce cas-là, il faut traiter ça comme une erreur, il faudrait retirer l'information, il faudrait corriger l'information. Et des fois, donc, on peut avoir des sous-populations, donc on pourrait avoir un phénomène global qui est très très beau et on pourrait avoir certains usagers ou certains clients, ce que j'appelle souvent moi, les power users, donc qui ont vraiment un comportement qui est très 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 différent de la population globale, donc il faudrait les traiter comme étant deux groupes distincts. Peut-être qu'on serait capable d'aller faire des clusters pour aller identifier la sous-population et la population globale, mais on pourrait les traiter comme ajouter finalement une variable catégorique là-dessus et l'utiliser dans notre régression linéaire pour enlever là, ce problème de données aberrantes ou de points de levier. Là. Donc, encore une fois, il n'y a pas de recette magique avec ça. L'ensemble de ce chapitre-là, c'est essentiellement des techniques qui peuvent nous permettre d'accéder à certaines informations, mais c'est vraiment nous qui va poser les diagnostics, qui va faire les corrections et qui va faire l'ensemble de l'analyse.